Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Pour Jean-Louis Tremblay, bonjour. Bonjour Clémence. On va prendre de très mauvaises habitudes, on va prendre l'habitude de vous voir tous les jours. Oui, Vous êtes d'accord? Vous venez tous les jours maintenant? Je crois que vous allez vous en lasser. Enfin, vous avez des vacances bientôt. Oui, on va prendre des vacances également. Et je tiens à signaler tout de suite, avant qu'on ne se tourne vers notre invité, que c'est vous qui avez préfacé le livre de notre invité, préface de Jean-Louis Tremblay pour ce livre, Le martyr du Kosovo, aux éditions France Empire. Et tout de suite, nous recevons Nicolas Mirkovic. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Vous êtes franco-serbe, diplômé de la European Business School, spécialisé en géopolitique, engagé dans une organisation humanitaire en faveur des habitants du Kosovo et auteur notamment, on vous a reçu pour d'autres livres, mais de celui-ci également. Et je suis très heureuse de parler de ce livre aujourd'hui, Le martyr du Kosovo. C'est la 3e édition, donc préfacé par Jean-Louis Tremblay, aux éditions France Empire. Alors je vais vous lire tout de suite, chers auditeurs, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet et ensuite on va revenir un petit peu sur l'histoire de la Serbie. Je vais vous lire un extrait de ce livre. Forte de ces manipulations médiatiques et de la farce qu'ont représenté les discussions de Rambouillet, l'OTAN, sans aucune autorisation de l'ONU et au détriment de toutes les règles du droit international, décide unilatéralement de mener une campagne militaire, une guerre humanitaire, entre guillemets évidemment, disent-ils, contre la petite Yougoslavie qu'elle avait déjà combattue politiquement et militairement en Croatie, en Bosnie et en Herzégovine. Du 24 mars au 10 juin 1999, l'OTAN lance l'opération Force Alliée et va donc bombarder la Serbie sans cesse, nuit et jour, pendant presque 3 mois, à un rythme moyen de 480 sorties aériennes par jour. Les attaques sont disproportionnées, massives et violentes. La Serbie devient un laboratoire pour les nouvelles expérimentations des militaires de l'OTAN qui refusent le combat au sol. En effet, il est moins risqué d'envoyer leurs missiles téléguidés de leurs navires de l'Adriatique ou de leurs avions ultramodernes qui volent à l'abri à plusieurs kilomètres au-dessus de la terre. 82 ponts sont détruits. Toutes les raffineries pétrolières, 14 centrales thermoélectriques, 13 aéroports, 20 gares ferroviaires. Les usines sont anéanties. On a du mal à croire que le matériel sophistiqué de l'OTAN soit si capricieux, qu'il se trompe si souvent de cible pour tomber si fréquemment sur des cibles civiles. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà le sujet que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui avec vous, Nicolas Mirkovic, qui est le sujet de votre livre, le sujet également de ce rôle pour le moins très trouble de l'OTAN. Avant d'arriver à cette triste date de 1999, je voudrais que vous reveniez un petit peu, parce que c'est aussi très éclairant, sur l'histoire de la Serbie et notamment de ses conflits avec sa voisine, l'Albanie. Alors, je vais essayer de faire très court, Oui. parce que du coup, je ne peux pas résumer plusieurs siècles en quelques Bien minutes. sûr. Le Kosovo est un symbole pour les Serbes. Plus qu'un symbole, c'est autour de cette plaine. On parle aujourd'hui d'un pays, d'un État, d'une région. C'est une plaine. Autour de cette plaine, les Serbes ont bâti un royaume, un empire au Moyen-Âge. Et pourquoi est-ce que c'est si symbolique? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, des terres, tous les pays en ont gagné, en ont perdu, on ne va pas passer sa vie à essayer de récupérer ce qu'on a perdu. C'est que pour les Serbes, le Kosovo est le lieu où ils ont affronté l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ils ont défendu l'Europe contre l'Empire ottoman, ils se sont battus contre l'Empire ottoman au Kosovo-Poly, ils ont versé leur sang. Il est bon de le rappeler, oui. Et toute l'aristocratie, toute la chevalerie serbe, quasiment toute s'est battue contre l'Empire ottoman. Et on peut parler d'une défaite quasiment militaire, mais cette défaite a inspiré des Serbes pendant quasiment, selon les régions où ils se trouvaient dans les Balkans et là où ils étaient occupés, pendant jusqu'à 5 siècles d'occupation. Les Serbes se sont souvenus du sacrifice de leurs aïeux, ont maintenu la mémoire, ont défendu leur foi chrétienne et ont fini par se libérer. Et donc du coup, le Kosovo n'est pas juste une terre, c'est pas juste une terre comme les autres, c'est une terre sur laquelle les Serbes ont versé le sang pour défendre leur peuple, pour défendre leur nation et je le dis accessoirement, pour défendre le reste de l'Europe à cette époque-là contre l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a un problème ethnique au Kosovo, c'est que à un moment, les Albanais, qui étaient aussi des défenseurs de leur terre, qui se sont battus également contre l'Empire ottoman, ont commencé au XVIIe siècle
à massivement se convertir à l'islam. Et les Ottomans, qui n'arrivaient pas à dompter les Serbes, qui n'arrivaient pas à exploiter la terre du Kosovo comme ils le souhaitaient, parce que quand vous êtes dhimmi, quand vous n'étiez pas musulman dans l'Empire ottoman, eh bien, vous ne pouviez pas rentrer dans l'administration, vous n'étiez pas propriétaire de vos terres, donc vous étiez sujet de seconde zone. Eh bien, les Albanais fraîchement convertis ont été invités par les Ottomans à prendre les terres des Serbes. Et ça a été un acte terrible pour les Serbes qui ont vu leurs frères de combat apostasier, renier et prendre la religion et les coutumes de l'envahisseur. Donc c'est pour ça, il faut aussi garder ça à l'esprit. Et petit à petit, au fur et à mesure que les Serbes se révoltaient, il y avait des massacres. Les Serbes ont dû fuir la région et plus ils partaient, moins il y avait de personnes sur place et plus les Ottomans faisaient venir les Albanais fraîchement convertis à l'islam, ce qui fait que à la fin du 19e siècle, vous aviez quasiment un peu moins de la moitié du Kosovo, un peu plus de la moitié du Kosovo qui était déjà albanaise, et l'autre partie de la Metochie, qui est l'ouest du Kosovo actuel, qui était albanaise, et la partie qu'on appelle aujourd'hui, la partie Kosovo, qui était majoritairement serbe. Mais il y a eu une immigration massive encouragé par un pays envahisseur à la fin du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, les Serbes se libèrent, reprennent la possession de leurs terres. Forcément, il y a eu quelques exactions, mais il n'y a pas eu de chasse aux Albanais. Les Serbes ont laissé les Albanais parce que dans les Balkans et même dans l'Ancien Régime, avoir différents peuples dans un royaume, sur une terre, c'est pas quelque chose qui était incongru. Les peuples arrivaient à vivre ensemble, ils avaient un souverain en commun, mais on n'avait pas cette politique, cette division, je veux dire, de nettoyage ethnique ou de peuple, un peuple égale un pays égale un peuple. Malheureusement, pour les Serbes, il y a eu les affres de la Première Guerre mondiale. Les Serbes ont perdu quasiment un quart de leur population pendant cette Première Guerre mondiale, aux côtés des Français, des Britanniques, des Alliés, pour lutter contre l'Autriche-Hongrie. Alors peut-être juste une précision, pardon, parce que là, non, voilà, vous êtes sur la Première Guerre mondiale. Allez-y alors, je prends de l'avance. Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, les Serbes sont envahis par les Allemands, résistent. Il y a eu deux résistances très importantes. À l'époque, la Serbie devient la Yougoslavie parce que les peuples des Balkans de cette région-là ne veulent vivre ni sous le joug des Ottomans, ni sous celui des Austro-Hongrois, donc tentent une alliance ensemble. Ils n'ont jamais eu le temps de faire vivre le royaume de Yougoslavie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la résistance communiste de Tito qui gagne, soutenue et aidée par les Britanniques, je tiens à le rappeler, parce que du coup, on retrouve souvent les mêmes acteurs dans le désespoir des Serbes. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Tito prend le pouvoir. Tito a peur des Serbes. Les Serbes ont eu une résistance monarchiste très, très forte, très importante. Les Serbes ont été éparpillés à travers la région, évidemment, parce que quand les Ottomans ont été présents, les Serbes n'ont cessé de se révolter, de se rebeller. Et à chaque fois qu'ils se révoltaient, comme je le disais tout à l'heure, ils étaient chassés. Donc, du coup, ils ont été installés ou voire même invités. Les Austro-Hongrois ou les Autrichiens, les Hongrois, les Austro-Hongrois ont invité les Serbes à s'installer sur les limites de leurs frontières pour les défendre contre l'Empire austro-hongrois. C'est pour ça pour les défendre, contre l'Empire ottoman. C'est pour ça que vous avez des poches de Serbes éparpillées partout dans les Balkans. Et malheureusement, Tito a peur du nationalisme serbe. Il va créer une région autonome du Kosovo. Il va tout faire pour brimer les Serbes. L'intellectuel, le théoricien de la Yougoslavie titiste, Eduard Kardelj, qui est un Slovène, dit que pour avoir une Yougoslavie titiste, c'est-à-dire communiste forte, il faut une Serbie faible. Et pendant toute cette période-là, les Serbes ne vont pas pouvoir exalter leur histoire, ne vont pas pouvoir célébrer leur culture, vont être réduits quasiment de nouveau à des citoyens de seconde zone, pendant qu'en même temps, Tito va encourager le nationalisme, l'ultranationalisme des Albanais du Kosovo, à qui il va donner des radios en langue albanaise, il va donner une université en langue albanaise, il va fermer les yeux sur les exactions des Albanais qui ont monté quand même une division de SS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est ça que je voulais préciser, oui. Ouais. Voilà. Waffen-SS albanais musulmans, c'est intéressant. Oui, on ne le sait pas, on n'enseigne pas ça malheureusement dans nos écoles aujourd'hui, une division de SS musulmans, Skanderbeg, qui était un Albanais qui a défendu les Albanais contre l'Ottoman. Ils ont repris le nom pour ces divisions SS. Plus de 10 000 Serbes qui ont été massacrés. Tito, ça c'était sous l'occupation nazie. Tito a fermé les yeux sur les exactions qui se sont poursuivies après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et petit à petit, les Serbes de nouveau fuyaient le Kosovo. C'est pour ça qu'on parle de martyrs du Kosovo, parce que depuis
1389, à cette fameuse bataille du Kosovo-Polier, les Serbes ont quasiment sans discontinuité été persécutés. Et ça continue après. Et là, on va arriver au rôle de l'OTAN qui a commencé avant 99, qui a commencé finalement à travailler avec les Albanais. Oui, nous le savons aujourd'hui. Il y a le livre de Pierre Péan qui a enquêté sur le Kosovo, le démontre, qu'il a discuté avec plusieurs officiers de haut rang de différentes nationalités, notamment françaises, qui ont avoué qu'avant même la guerre de 99, les renseignements occidentaux, allemands, britanniques, américains et malheureusement français ont aidé les séparatistes du Kosovo. Je vous rappelle qu'à cette époque, Robert Gelbard, qui est l'envoyé spécial de Bill Clinton dans les Balkans, parle de ces mouvements séparatistes comme de mouvements terroristes. Il dit que l'UCK est un mouvement terroriste. Donc d'un côté, vous avez officiellement le représentant des États-Unis dans les Balkans qui parle d'un mouvement terroriste, et en sous-main, les services de renseignement qui sont en train d'armer, de former ces mouvements pour qu'ils attaquent l'armée, qu'ils attaquent les citoyens du Kosovo. Et je vous rappelle que dans ces citoyens, l'UCK a d'abord commencé par attaquer les Albanais qui étaient coupables de collaborer avec les Serbes, avec les Yougoslaves. Donc du coup, il y a énormément de crimes qui ont été commis entre Albanais. Et les Albanais qui attaquaient étaient formés par les pays membres de l'OTAN. Évidemment, ces Albanais extrémistes ont également attaqué des Serbes, des Yougoslaves, tout ce qui représentait l'oppression yougoslave. Et alors qu'il y avait ce double discours qui était mené par les Occidentaux. Et malheureusement, en 99, tout d'un coup, les pays de l'OTAN n'avaient pas réussi à chasser Milosevic, ils n'avaient pas réussi à complètement détruire la Yougoslavie. Et ils ont, en 99, pris le prétexte de la défense de ces Albanais du Kosovo pour bombarder illégalement. Et je vous rappelle que quand on parle des Albanais du Kosovo, on parle de mouvements terroristes dont la plupart des chefs sont issus du crime organisé. C'est documenté. Si vous regardez Ramush Haradinaj, Hashim Tassi, ce sont des anciens chefs de bande, chefs de gang, des ultranationalistes, extrémistes anti-serbes et anti-albanais les Albanais se sont battus entre cette faction extrémiste, terroriste, ultranationaliste et la faction, on va dire j'aime pas plus démocratique, en tout cas qui voulait négocier, parce qu'il y avait un problème au Kosovo. Quand vous avez 90% de la population d'une région qui réclame des droits, qui a connu l'autonomie, c'est pas une situation qui est facile à gérer. Vous ne pouvez pas juste dire cette région est à moi. Mais sous prétexte de rôle pacificateur, finalement, l'OTAN, et vous parlez aussi d'autres organisations internationales, viennent, s'installent et en fait font de l'information, délivrent de l'argent à ce groupe reconnu comme terroriste, en tout cas par les Américains. Je voudrais quand même, donc on arrive au bombardement de l'OTAN, mais comment ils ont fait pour que ça passe crème, comme on dit aujourd'hui? Finalement, ils ont aussi manipulé la population par des images choquantes, et il y a notamment ce fameux massacre de Ratchak dont vous parlez. Oui, l'OTAN utilise toujours dans leur campagne de la manipulation. C'est dans ce que je décris, moi, les 5 M pour faire une guerre de l'OTAN. Vous avez le monstre, vous avez les mensonges, les manipulations, vous avez une milice locale, là en l'occurrence l'UCK, vous avez la mainmise militaire et puis vous avez l'arrivée des multinationales. Donc du coup, vous avez ces 5 M qui décrivent un peu le plan d'attaque de l'OTAN, et ils vont s'appuyer énormément sur la propagande. À cette époque-là, les présidents des pays membres de l'OTAN parlent de génocide au Kosovo. C'est pas rien le terme de génocide. Ça veut dire qu'il y a la volonté d'exterminer un peuple. C'est pas un mot à prendre à la légère. On a le responsable, l'ambassadeur pour les crimes de guerre des États-Unis qui dit qu'il y a eu jusqu'à 250 000 hommes en âge de se battre qui ont disparu du Kosovo. 250 000 hommes, c'est plus de 10% de la population qui aurait disparu. Les Américains, avec les satellites et tout ce qu'ils ont au-dessus du Kosovo et de la Metochi, n'ont aucune vidéo, on n'a aucun film, mais on va colporter cette information. Chirac, le président français, Massimo D'Alema, le président du Conseil italien, vont employer ce terme qui va faire peur. On va parler donc de Ratchak. Ratchak, c'est un combat entre l'armée régulière yougoslave et les groupes terroristes de l'UCK. C'est un combat, on va dire, irrégulier, parce que vous avez des terroristes, donc du coup, c'est pas vraiment la guerre, mais du coup, vous avez quand même l'armée qui est là pour défendre tous les habitants de la Yougoslavie, qu'ils soient serbes, Gorani, Ashkali, Roms, Albanais, évidemment. Ils vont se battre. Les terroristes de l'UCK vont perdre.
Vous avez des journalistes français, Christophe Châtelot et René Girard, l'un qui travaille pour Le Monde, l'autre qui travaille pour Le Figaro, qui ont été, pas témoins de la scène, mais qui étaient sur place, qui vont dire qu'il n'y a pas eu, eux ils ne croient pas à la thèse du massacre. L'armée yougoslave, avant de rentrer dans le village de Račak, convie, comme il se doit, les représentants de l'ONU. Il y a une mission de vérification du Kosovo qui est sur place. Il les convie en disant « nous allons préparer cette attaque ». Ils invitent même des journalistes occidentaux pour voir. Personne ne dit qu'il y a un massacre. C'est juste que les terroristes albanais ont perdu et, aidés par les Américains, les Albanais ont empilé les corps. Après coup, vous le dites d'ailleurs, il y a beaucoup de rapports qui prouvent que tout cela est un montage. Jean-Louis Tremblay voulait intervenir sur ce moment-là, ce montage, on va dire. Oui, c'est... Bon, hier, Račak, aujourd'hui, Butcha, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en Ukraine il y a quelques semaines. On a eu effectivement une mise en scène macabre où on a fait passer des paramilitaires pour des victimes civiles. Le montage médiatique, comme l'a bien expliqué Nikola Mirković, et évidemment, au nom toujours du même principe proverbe, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, une intervention militaire. Ce qui serait peut-être, là on n'a plus beaucoup de temps, mais il faudrait peut-être parler de ce qu'est le Kosovo aujourd'hui. Kosovo Metoši, plus exactement, ce qui veut dire en serbe terre d'église. C'est aussi l'âme religieuse de la Serbie. La vieille Serbie, voilà, avec toutes les églises. Il y a toute une dimension spirituelle et patrimoniale qu'il faut intégrer dans la problématique. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est 100 000 Serbes qui vivent au milieu de 2 millions d'Albanais. À tout moment, il peut y avoir un pogrom. Ça s'est d'ailleurs produit en 2004. Et vous avez un pseudo-État albanais fantoche qui est soutenu par l'Occident. Il faut le dire, par l'OTAN, par l'Union européenne. Ça, c'est la question. C'est ça qui est important. Ouais, je voudrais la dernière question, parce qu'on n'a plus de temps. Et mafieux. Nikola Mirković. Pourquoi? Mais pourquoi l'OTAN fait ça? Quel est l'objectif? L'OTAN n'a pas accepté que la Yougoslavie veuille rester indépendante quand l'URSS s'est écroulé et que l'ensemble des pays ex-communistes ont commencé à rentrer à la petite cuillère dans l'Union européenne puis l'OTAN. Si vous voulez, quand l'URSS s'est écroulé, beaucoup de pays, tous les pays de l'Est, la plupart, sont rentrés mais directement d'abord dans l'OTAN, ensuite dans l'Union européenne. C'était le plan américain. L'Union européenne, on ne va pas revenir dessus, a été inspirée par les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les Américains contrôlent les marchés. Donc le seul pays qui ne rentre pas dans le rang, finalement, on le fait rentrer dans le rang en l'écrasant. Et aujourd'hui... Exactement ça. Et on donne un message au monde entier. Voilà ce qui va vous arriver si vous résistez à nos avances diplomatiques. Mais les avances diplomatiques des Américains se font avec un couteau sous la gorge. Les Serbes n'ont pas l'habitude de prendre des couteaux sous la gorge. Ils ont résisté tant bien que mal pendant 80 jours contre la plus forte puissance militaire de tous les temps. Aujourd'hui, ils résistent encore, ils ne reconnaissent pas le Kosovo indépendant. Et je rappelle que les pays qui représentent 5/7 de la population mondiale ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Le président Vučić, la semaine dernière, a mis en garde, lors d'une conférence de presse, la communauté internationale, mais je parle de la vraie communauté internationale, avec tous les peuples de toute la planète, pas juste pas du G7, de menaces sérieuses de la part d'une invasion du nord du Kosovo, qui est aujourd'hui majoritairement serbe, par les Albanais qui veulent mener une campagne. On va en reparler, Nikola Mirković. Je suis désolée, on avait un petit peu moins de temps que prévu. Le martyr du Kosovo, 3e édition, chez France Empire. Merci beaucoup, Nikola Mirković. En tout cas, on comprend le rôle trouble de l'OTAN. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.